Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au Pays de l'Uropois et vous êtes la résistance. Ce soir, nous sommes avec Daniel Bachet, qui est un ancien du commissariat au plan, professeur émérite à l'université Paris-Saclay-Évry en sociologie, avec aussi un parcours très long. Mais comme la vidéo va être très longue, on va parler de repenser l'entreprise. Repenser l'entreprise. Si vous voulez, si vous êtes intéressé sur le parcours de Daniel Bachet, vous avez dans la vidéo précédente qui avait été censurée par Facebook 24 heures et qui est revenue, vous avez tout son parcours. Repenser l'entreprise. On y est tous. Il y a 6 parties. On va faire le plan de l'entretien. Première partie, distinction entre société et entreprise. C'est pas du tout la même chose. Deuxième partie, les différentes conceptions juridiques de l'entreprise, conception et finalité, dans le cadre actuel, dans le cadre capitaliste, patrimonial, contractuel, etc., et dans le futur, dans un post-capitalisme, hein, puisque le système est en train de se casser la gueule. La troisième partie, les différentes conceptions économiques de l'entreprise dans le monde capitaliste et dans le monde post-capitaliste. Quatrième partie, l'arnaque de la loi Pacte, votée en 2018, soi-disant pour réformer l'entreprise, pour qu'elle devienne plus citoyenne. Le diable se cache dans les détails, on ira sur le Code civil, l'article 1832 et 1833. Cinquième partie, de la nécessité d'un contre-pouvoir effectif des salariés, instruit des questions juridiques, politiques et économiques, au niveau à la fois du conseil d'administration de l'entreprise, mais aussi au niveau d'un conseil d'établissement. Alors là, c'est une notion que toi, tu as développée. Et on reviendra sur cette notion de conseil d'établissement, puisque ça va veiller à la bonne organisation du travail et de la production dans un cadre de respect social, mais aussi de respect sanitaire. On est en plein dedans, le plus grand le scandale sanitaire de l'humanité, mais aussi écologique, bien évidemment. Donc tout ça, on va parler du contrôle des salariés, à la fois au niveau opérationnel de la productivité, au niveau tactique, le commercial, et au niveau stratégique, le financier. Et puis, sixièmement, l'exemple. Alors, ça sera un exemple d'une société fictive qui va s'appeler Modern Zer, hein, voilà, on ne sait pas. Apparemment, elle fait des choses dans la médecine. Et on va voir avec cette société-là si elle aurait pu, avec ta conception et puis la conception de tes équipes, hein, parce que derrière aussi, vous avez dit que c'est un travail d'équipe, comment ça serait passé avec ces nouveaux conseils d'administration, comment ça serait passé avec les conseils d'établissement, et comment ça serait passé aussi avec ce que tu as développé avec tes équipes, la comptabilité post-capitaliste. Voilà. Donc là, vous avez le plan, les amis, en 6 parties. Première partie, la distinction entre société et entreprise. Est-ce que tu peux développer? Oui, développer un petit peu. Parfaitement. Alors, pour effectivement reprendre et prolonger ce que j'avais dit la dernière fois, pour sortir du capitalisme, la question est de savoir comment il est possible de produire plus sobrement, de valoriser le travail et de répartir équitablement les richesses. Ça, c'était effectivement le point de départ. Et d'une certaine manière, j'avais essayé de dire que la réponse ne peut venir que de la mise en place, finalement, d'institutions, de structures, d'outils comptables, de cadres normatifs collectifs auxquels sera assignées de nouvelles finalités. Mais la sortie de l'entreprise capitaliste, donc, c'est l'une des premières conditions pour un dépassement donc, du capitalisme. Et donc, qu'est-ce qu'il est question là, derrière tout ça? Fondamentalement, de la souveraineté des travailleurs sur l'outil de travail. Alors, pourquoi distinguer entreprise-société? Ce n'est pas simplement pour le plaisir, c'est parce que, fondamentalement, ce sont deux entités très différentes. Et ceci a des effets dans le monde réel, dans le monde économique, le monde financier et également le monde social. Lorsqu'on dit effectivement aujourd'hui, les entreprises licencient, les entreprises se restructurent, les entreprises délocalisent, on ne parle pas des entreprises, on parle de la société au sens juridique du terme, c'est-à-dire de l'entité qui, en quelque sorte, est le support juridique de l'entreprise en tant que telle. L'entité, donc, la société est une personnalité fictive, c'est une fiction juridique qui permet en quelque sorte de donner un sens, des finalités juridiques à l'entreprise, puisque dans ce cas-là, il s'agit d'une entreprise, mais ça pourrait être aussi une banque ou autre chose. Et donc, ce qui est important, la question à savoir, c'est se poser, c'est
quelle est la finalité qui est assignée à cette entreprise. Parce que, alors, je vais donner un exemple très simple. Partons, effectivement, nous sommes un certain nombre ici. Nous avons des moyens financiers, par exemple, nous avons chacun 1 million d'euros. Et nous décidons à 4, 5, 6 de monter une société. Bon, eh bien, nous allons déposer les statuts au tribunal du commerce. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans lequel nous allons définir les grandes orientations de notre société, c'est-à-dire ce pourquoi elle est engagée, sur quel produit elle va travailler, etc. Bon, le sens de son activité. Mais nous, là-dedans, les 5 ou 6 qui auront apporté le capital, qu'est-ce qui nous caractérise et nous appelons comment? Nous appelons les associés. Nous sommes les associés, c'est-à-dire les propriétaires des actions, des parts sociales qui vont nous permettre de créer cette entreprise. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on va créer une entreprise? On va acheter des machines, on va acheter des locaux ou les louer, peu importe, et nous allons embaucher du personnel, parce que c'est le travail qu'il y a derrière qui permettra effectivement de produire les biens matériels ou les services qui effectivement donc seront effectués par cette entreprise. Et ces salariés que nous allons embaucher seront vis-à-vis de nous, se positionneront vis-à-vis de nous dans le cadre d'un contrat de subordination. Autrement dit, nous sommes les associés, mais eux, ils ne seront pas associés, puisque en quelque sorte, ils sont extérieurs à la société, et pour nous, ce sera à la fois des tiers, ce qu'on appelle des tiers, et par ailleurs, ce sera des coûts, parce qu'ils vont peser effectivement dans notre comptabilité en tant que tels, même s'ils produisent par ailleurs de la valeur, parce que la véritable valeur produite, c'est quand même eux qui vont la produire, et par donc au moyen du développement stratégique des responsables et du monde du travail donc qui va s'occuper de tout ça. Donc vous voyez la différence. D'un côté, une structure productive qui produit les biens et les services, et de l'autre côté, effectivement, une société, une entité juridique, donc, qui est le support juridique de cette entreprise. Ce sont deux entités différentes. Bon. Alors, à partir de là, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'une personne morale? Eh bien, la personne morale, en droit, je l'ai dit, c'est une fiction juridique. C'est-à-dire qu'elle est ainsi une personne fictive qui dispose d'un patrimoine et d'un revenu propre qui est distinct du patrimoine des associés ou des actionnaires. Attention, ça c'est important à savoir. Vous avez le patrimoine des actionnaires, ce qu'ils apportent, mais la société en tant que telle, elle dispose d'un patrimoine et d'un revenu propre qui est distinct de celui des associés. Alors, si vous lui assignez, comme c'est le cas aujourd'hui dans le cadre du capitalisme, la finalité du profit, eh bien, vous faites de cette personne morale un investisseur fictif. Je dis bien un investisseur fictif. Si vous lui assignez au contraire la finalité produire des biens et des services, ça vous fait d'elle, de cette société, un entrepreneur fictif qui est représenté légalement par le dirigeant de l'entreprise et qui a pour objectif premier, comme je l'ai dit la dernière fois, la valeur ajoutée. Alors, ça ne préjuge en rien sur cet entrepreneur fictif. Il peut être élu par ses salariés, il peut être aussi révocable, tout dépend ensuite du statut que vous allez donner et puis des finalités que vous allez donner, de la manière dont vous allez vous organiser, autrement, vous allez organiser votre entreprise. Voyez. Juste une question, oui. Valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu entends, citoyen, par valeur ajoutée? Alors, la valeur ajoutée, c'est ce que j'appelle la valeur pour tous, c'est-à-dire elle existe, c'est une grandeur économique qui existe en comptabilité générale, et elle existe également dans ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion, mais elle n'est pas comptabilisée, elle n'est pas prise en compte dans le mode de pilotage de l'entreprise. La valeur ajoutée est la différence entre, quand vous avez produit les biens et les services, vous avez un chiffre d'affaires. Eh bien, vous calculez votre valeur ajoutée en disant, voilà mon chiffre d'affaires. De ce chiffre d'affaires, j'extrais donc les consommations incorporées et les consommations non incorporées. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous avais parlé des pains du boulanger qui avait en quelque sorte vendu ses pains et ses croissants et tout le reste. Donc c'est la farine, Alors voilà, il a vendu, et une fois qu'il a vendu, il a son chiffre d'affaires, et de ce chiffre d'affaires, vous allez extraire les consommations incorporées, c'est-à-dire la farine, et tout ce qui a constitué en quelque sorte nécessaire pour la fabrication, pour la transformation du bien qui est passé d'un intrant à cette marchandise produite. Donc le beurre, la farine, les raisins, etc. Tout ce qui est incorporé directement dans la matière et qui va contribuer ensuite à la transformation de cette matière en produit fini.
Alors vous sortez cette consommation-là et vous enlevez également, pour avoir la valeur ajoutée, vous enlevez les consommations non incorporées, parce qu'il vous a fallu des consommations, c'est-à-dire l'électricité et tout ce qui va avec. Mais vous vous amusez surtout pas à sortir les salaires et tout ça. Ça, c'est tout à fait... La valeur ajoutée, c'est la contrepartie économique de la véritable valeur que vous avez créée. C'est la valeur ajoutée. Et c'est cette valeur ajoutée que vous allez ensuite redistribuer équitablement avec des règles de partage, dès lors que l'entreprise est, comment dirais-je, soumise à un contrôle, un véritable contrôle démocratique, eh bien, que vous allez redistribuer cette valeur ajoutée, cette grandeur, équitablement envers toutes les parties prenantes, les salariés, l'entrepreneur et les actionnaires, effectivement. Donc, et plus, évidemment, il faut amortir l'outil de production. Voilà. Ça, vous allez ensuite donc le redistribuer. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, comme je vous avais dit, je crois déjà, cette valeur ajoutée, donc, qui est une valeur pour tous, en tant que telle, elle doit couvrir systématiquement le coût de la structure dans n'importe quelle société dans laquelle vous vous trouverez, qu'elle soit communiste, anarchiste, n'importe quoi, il faudra toujours équilibrer vos comptes. Et donc, ce que vous allez extraire, qui est essentiel, cette valeur ajoutée, devra couvrir le coût de quoi? Eh bien, le coût de la structure, c'est-à-dire le coût du travail, l'amortissement de l'outil de production et la rémunération des capitaux engagés. Ça, c'est les coûts de la structure. Quel que soit l'endroit d'un, il vous faudra toujours ces trois éléments. Il vous faudra toujours du travail, il faudra toujours que vous amortissiez l'outil de production, et il vous faudra toujours des financements. Alors, vous n'aurez pas obligatoirement des financements à 15%. Ça, vous pouvez définir le niveau du retour sur investissement. On peut parfaitement vivre avec un taux financier, un intérêt à 2-3%. Pas de souci. Mais vous voyez, il faudra toujours couvrir ce coût de la structure. Voilà. Et donc, pour cet entrepreneur fictif, donc, eh bien, en découle pour lui, donc, pour le dirigeant ou tout autre responsable, des comptes de gestion de l'entreprise qui seront, comme je viens de le dire, orientés valeur ajoutée. C'est-à-dire que ce sera la valeur ajoutée qui sera le guide essentiel et non pas le profit, comme si c'était dans le cas d'un investisseur. Donc vous voyez la différence entre investisseur d'un côté, investisseur c'est argent, entrepreneur c'est je produis des biens et des services dans le monde physique et la contrepartie de ce que je vais vendre, eh bien effectivement forcément ça rapporte quelque chose et cette grandeur c'est la valeur ajoutée qui est, comme le reconnaissent un certain nombre y compris de comptables, une valeur pour tous. Alors que s'il fallait rentrer dans le détail, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est en valeur dans le monde capitaliste, c'est la valeur pour l'actionnaire. D'accord? Ce qu'on appelle la valeur pour l'actionnaire, c'est-à-dire les taux de rentabilité aujourd'hui, qui signifient les taux de rentabilité déconnectés du monde du travail et du monde de la production. Donc là, on a vu distinction société-entreprise, on a vu les différentes conceptions juridiques de l'entreprise. Pas tout à fait, je vais en parler maintenant. Ah, excuse-moi. Ah, si vous voulez que je vous en parle? Oui, bien sûr. Vous voulez en parler peut-être des conceptions économiques? Oui, d'accord, mais... mais parce que je n'avais pas tout à fait encore parlé. Alors, si vous voulez, la conception juridique, chez les juristes, attention, les juristes sont des gens qui réfléchissent et qui ont une idée. Vous savez, vous verrez, pour l'économie, c'est la même chose, pour la sociologie, c'est pareil, et vous avez des conceptions en droit qui sont différentes. Alors, la conception dominante, là-dedans, si vous voulez, dans ce domaine-là, c'est la conception patrimoniale contractuelle. Cette conception patrimoniale contractuelle, que signifie-t-elle? Elle signifie que vous avez deux choses qui sont mises ensemble. Le droit de propriété, on est aujourd'hui dans un système où le droit de propriété est essentiel, et de l'autre côté, vous avez le droit du travail. Les deux coexistent, patrimonial, contractuel. Donc, droit de la propriété et droit du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise met face à face plusieurs partenaires, également légitimes, mais dans le cadre d'un rapport de pouvoir qui, lui, est asymétrique. On comprend bien que celui qui a le droit de propriété, il est plus important que celui qui a le droit du travail. Mais les juristes vous diront, eh bien le droit du travail il est là pour compenser, pour protéger le salarié. Et depuis 2016. Mais malheureusement, au fur et à mesure, on le voit bien, le droit de propriété l'emporte largement sur le droit du travail. Surtout si vous réduisez considérablement le droit du travail, quitte à ce qu'il devienne une peau de chagrin, qui est un cache-misère qui ne permet plus aux salariés effectivement de se protéger réellement. Donc voilà, ça c'est... alors ça c'est une conception qui est la conception dominante. Et alors, elle est dominante et un certain nombre de personnes pensent encore qu'on peut compenser, qu'on peut se battre sur le droit du travail pour compenser le droit de propriété. On est mal barré compte tenu du rapport de force aujourd'hui. De ce côté-là, il va y avoir des problèmes. Alors il y a une deuxième conception qui est la conception institutionnelle, ça vaut le coup de la connaître. Et cette conception fait de l'entreprise en quelque sorte un groupement organisé en vue d'une fin commune. Ça veut dire quoi?
C'est que l'entrepreneur, il a pour mission d'assurer le bien commun de tous les membres de l'entreprise. Et l'entreprise, donc, dans ce cas-là, est une entité qui n'appartient à personne. C'est une conception qui a prévalu, ça, dans les années 50, qui a été défendue par un certain nombre de juristes, dont Paul Durand, etc., qui a dit, voilà, qui voulait sortir précisément de la conception traditionnelle, patrimoniale, contractuelle, et qui s'est dit, il faut quand même assurer une consistance juridique à l'entreprise. Mais cette conception n'a pas prévalu, n'a pas marché. Pourquoi? Parce que d'un côté, le patronat n'a pas voulu, pour les raisons qui lui appartenaient, parce que quand même le patronat aime bien être maître chez lui, et donc il ne voulait pas en quelque sorte qu'il y ait une certaine citoyenneté dans l'entreprise qui se mette en place, et les gens qui étaient de l'autre côté, il y avait des gens critiques, il y avait des analystes parfois marxisants qui considéraient que il y a un champ de lutte quand même qui doit être préservé, et le capital et le travail sont là pour effectivement parfois s'affronter. Et cette conception patrimoniale, c'est plus exactement cette conception institutionnelle, laissait entendre que le patron avait beaucoup de droits, que certes il voulait de la citoyenneté, mais pouvait-on faire confiance à un seul individu et lui donner autant de pouvoir? C'est un petit peu ça. Ça, c'est la deuxième conception. Troisième conception, c'est la conception marxienne, marxiste, marxienne, etc. Et là, on est dans un constat qui est assez juste, qui est le rapport capital-travail, qui est un rapport que les marxistes, à juste titre, considèrent comme asymétrique, et qui confère au salarié sa position de non-sujet économique. D'accord? C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que le salarié n'est pas du même niveau, n'a pas le même niveau de pouvoir, qu'il ne peut pas décider comme le patron. De ce point de vue, ils ont raison. Mais la question à partir de ce moment-là, c'est comment résoudre le dépassement du binôme capital-travail, sachant qu'il n'y a pas de troisième terme. Et vous avez remarqué que moi j'ai introduit un troisième terme, qui est celui de l'entreprise. Je dis, il y a le capital, il y a le travail et il y a l'entreprise. Et l'entreprise peut être là aussi un levier et un point commun où le capital et le travail peuvent éventuellement se retrouver. Non, mais pas dans le cadre d'un consensus. Simplement, effectivement, en redéfinissant l'entreprise, vous faites en sorte que l'entreprise ne soit plus, comme elle était autrefois, un actif liquide que vous pouvez désosser, instrumentaliser, au bénéfice des seuls actionnaires et propriétaires. D'accord? Et donc l'entreprise, alors sinon, si vous êtes dans une option marxiste, je dirais traditionnelle, vous vous dites, allez, il y a une lutte entre le capital et le travail, et le dépassement de cette lutte, ce sera un immense transfert de droits de propriété que la révolution nous permettra d'atteindre. Certes, ça peut se passer, mais comme le grand soir n'est pas exactement à portée de main, on peut penser que ce côté-là, on en a encore pour quelque temps. Donc cette conception marxiste est juste jusqu'à un certain niveau, mais parce que Marx ne pouvait pas au XIXe siècle penser tous les déterminants et tous les enjeux liés à l'entreprise et à la société. Marx a pensé la division du travail dans le livre 1 du Capital, la fabrique, la manufacture, etc. Et il faut chercher dans le livre 3 ce qu'on appelle sa définition de la société, de la société anonyme. Où Marx est très clair là-dessus, il a bien compris qu'il s'agissait d'une entreprise capitaliste. Mais il n'a pas pensé l'entreprise parce qu'il n'avait pas les instruments à l'époque pour la penser comme nous pouvons le faire aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut conserver de Marx sa conception conflictuelle qui caractérise le travail et le capital, mais pour un dépassement, il faut aussi penser l'entreprise, qui est un troisième terme, qui ne se confond ni avec le capital, ni avec le travail, mais qui effectivement est un troisième terme. Voilà pour ce qui concerne les théories juridiques de l'entreprise. Je crois que vous vouliez m'interroger sur également les conceptions économiques. Ben oui, les conceptions de l'entreprise dans ce monde actuel et dans le futur, dans ce qui pourrait arriver. Voilà, alors effectivement, dans ces théories, vous avez ce qu'on appelle les théories néoclassiques. C'est-à-dire que ces théories néoclassiques, c'est les théories dominantes de l'entreprise, anglo-saxonne, française, etc. Et la firme, c'est-à-dire qu'ils appellent ça la firme, l'entreprise, c'est une boîte noire où c'est une fonction de production. C'est-à-dire qu'on n'en sait pas grand-chose dans ces théories-là. Et alors, vous avez plusieurs approches, mais je ne vais pas toutes les caractériser parce que ce serait très très long. Vous avez les droits de propriété, de théorie de l'agence, théorie des coûts de transaction, etc. etc. Et ce sont en quelque sorte la théorie de l'agence, par exemple, si je vous la cite là, parce que c'est la plus importante, elle considère que vous avez un principal et un agent. Et son seul objectif, c'est de faire en sorte que l'agent, c'est-à-dire le PDG, eh bien, souscrive totalement aux objectifs de l'actionnaire et du propriétaire. Et donc, finalement, toute cette théorie va être fondée là-dessus. Comment le PDG, ou le dirigeant, ou le collectif qui dirige, va-t-il véritablement faire ce qu'on lui demande? C'est-à-dire quoi? Enfin, maximiser le cours de l'action en bourse, parce que c'est ça qui est... Et donc, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui concrètement pour que le PDG fasse exactement ce que souhaite l'actionnaire?
eh bien, on lui distribue des stocks options. On lui donne un certain nombre d'avantages, etc. Vous voyez, qui lui permet d'aligner ses intérêts sur celui des actionnaires et des propriétaires. Et donc, il ne va pas jouer un jeu différent, comme pouvait le faire un certain nombre de PDG après-guerre, où leur objectif, c'était d'avoir un chiffre d'affaires important, où c'était effectivement vraiment développer une production réelle, et d'autre part, ce PDG, eh bien, parfois, avait des objectifs aussi personnels. Il voulait agrandir sa villa, il voulait faire en sorte d'avoir des locaux qui soient spacieux et qui soient de très bonne facture, en quelque sorte. Voilà. Et donc, les actionnaires, à un moment donné, se disent, mais attendez, le PDG, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc, on va lui demander de faire exactement ce que nous voulons. Et donc, ça, c'est la théorie de l'agence. Parce que cette théorie de l'agence postule que les actionnaires sont les véritables propriétaires de l'entreprise. Or, comme je l'ai dit la dernière fois, il ne peut pas y avoir de propriétaires de l'entreprise. Puisque s'il y avait des propriétaires de l'entreprise, il y aurait des propriétaires, des gens, des salariés qui travaillent à l'intérieur. Et ce serait le retour à l'esclavage. Donc, en fait, ils ne sont propriétaires que des parts sociales, des titres de propriété, des actions. Mais ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Mais en fait, ils se comportent comme s'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et la théorie de l'agence est un instrument, en quelque sorte, est un modèle qui leur permet de conforter leur légitimité. Bah oui, votre objectif à vous, PDG, d'ailleurs on le voyait quand vous avez des PDG français à qui on disait mais quand même vous avez fait ceci, quand même vous avez fait ça, vous auriez pu faire mieux, vous auriez pu, alors que vous aviez des bénéfices importants, vous auriez pu ne pas licencier. Ah, écoutez, nous on nous a demandé un retour sur investissement de 15%, donc ça c'est mon conseil d'administration, ce sont mes actionnaires, je ne peux pas faire autre chose que ce que demandent mes actionnaires. Vous voyez l'idée, c'est un petit peu ça. Donc voilà, vous avez d'autres théories, mais ce n'est pas la peine d'insister trop lourdement là-dessus. Vous avez la théorie par exemple des coûts de transaction. C'est quoi les coûts de transaction? Le type, il a eu le prix Nobel, Ronald Coase, pour cette théorie. Ça veut dire que, eh bien, vous avez le marché, vous avez l'organisation. Eh bien, vous devez faire des compromis, parfois, entre le marché et l'organisation. Pourquoi il y a des organisations? Puisque c'est le marché, dans la théorie néoclassique, qui doit décider de tout. Avec sa main invisible. Et avec sa main invisible, voilà. Alors les types se disent, ben oui, mais si c'est le marché et sa main invisible, comment ça se fait qu'il y a des organisations, des entreprises, etc. Donc il faut qu'ils justifient après coup la légitimité de l'organisation et de l'entreprise. Et ils se disent, voilà, eh bien, il y a un certain nombre de coûts que je vais internaliser, les coûts d'information, les coûts de structure, que je vais internaliser et je vais créer une organisation, en quelque sorte, pour qui soit complémentaire du marché et qui me permettra en quelque sorte de gérer le plus efficacement possible cette organisation. Ça veut dire quoi? Ben, un certain nombre d'actifs vont être laissés sur le marché et d'autres actifs les plus spécifiques, c'est comme ça que Serge Tchourouk disait, on conserve ce qui est essentiel à notre entreprise et nous, c'est une entreprise sans usine parce que les usines, on les met ailleurs, peu importe. C'est Alcatel ça. C'est Alcatel. C'est Alcatel Tchourouk qui dit effectivement la conception, la finance reste à l'intérieur et on dégage tout ce qui est relatif les actifs non spécifiques. Ce qui se voit partout, c'est pas que là. Pourquoi aujourd'hui, vous avez remarqué, tout ce qui relève du nettoyage, par exemple, dans les organisations. La cantine, la cantine, sécu. etc. Vous les mettez sur le marché. D'accord? Donc on sous-traite. Vous sous-traitez. On externalise. Parce que ce sont des actifs qui ne sont pas considérés comme non essentiels à l'entreprise. Alors qu'autrefois, vous avez tout qui était intégré. Aujourd'hui, c'est terminé. Et alors, Alcatel a quand même délocalisé la fabrication. Bien sûr, une bonne partie. Oui, parce que la fabrication, c'est pas noble, c'est pas un actif, c'est pas considéré comme un actif spécifique. Tout ce qui est noble, c'est l'innovation, la recherche, la finance, le marketing, etc. Ça, on peut le garder éventuellement. Mais ça peut aller loin, parce que vous avez des centres d'appel qui ont été, ou même vous avez la comptabilité, alors comptabilité c'est quand même pas rien, qui a été par exemple transférée en Inde, par exemple. Voyez. Donc vous voyez, au fur et à mesure comme ça, vous les avez. Et ça part d'une théorie américaine qui est les coûts de transaction. Je garde dans le cœur de mon métier ce que je considère comme étant essentiel. Et les actifs non spécifiques, c'est un jargon qui leur est propre, c'est-à-dire effectivement le nettoyage, tout ça c'est secondaire, je le mets sur le marché. Et donc, vous voyez, chaque fois je fais des compromis entre le marché et l'organisation. Et le type a eu le prix Nobel pour ça. Donc c'est une théorie évidemment qui n'a aucun sens parce qu'une entreprise c'est pas ça. Une entreprise, la conception qu'on peut en avoir, conception intelligente, une conception de bien commun, c'est un système social et de production, d'accord? C'est-à-dire que dans ce système social et de production, vous avez une organisation du travail, une division des tâches, une structuration de la production, une structure des qualifications, il y a des formes de mobilisation aussi. Vous voyez, ça c'est le système social et de production.
vous avez aussi un système de performance productive et économique. Ça veut dire que, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des outils comptables qui mesurent votre performance. Vous avez la nature des produits et des services. Vous avez des normes physiques, des choix des technologies, etc., etc. Ça, c'est un système de performance productive et économique. Et troisièmement, vous avez également un système politique et institutionnel au plus haut niveau, c'est-à-dire, on y reviendra au conseil d'administration, c'est-à-dire un type d'actionnariat, de propriété, le choix d'un encadrement hiérarchique et d'expertise, le choix d'un mode de management, etc., etc. Vous voyez, vous avez ces trois niveaux, c'est-à-dire le système social et système de production, un système de performance économique et productive, et un système politique et institutionnel. Vous voyez bien que la théorie de l'agence, elle est très pauvre par rapport à ça. Elle ne dit rien de tout ça. Elle ne parle pas du travail, elle ne parle pas de la production. Vous voyez, elle vous parle d'actifs, elles ont leur jargon. Le principal, l'agent, pour la théorie de l'agence, et de l'autre côté, côté des coûts de transaction, les actifs spécifiques, les actifs non spécifiques. C'est-à-dire qu'on est dans un univers où les mots mêmes perdent tout à fait de leur sens et où on ne désigne plus ce qui doit être désigné pour ce qu'il est, c'est-à-dire le travail, la production, le système politique institutionnel, la gouvernance, enfin le mode de gouvernement qui permet de décider et d'agir donc tous les jours dans l'entreprise au niveau opérationnel, au niveau tactique et au niveau stratégique. La loi Pacte, l'arnaque de la loi Pacte, alors, 2018. Voilà. Alors la loi Pacte, si vous voulez, c'est une loi qui a été, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, qui a été voté en 2018. Elle n'a changé finalement que très peu de choses. Elle a changé l'article 1833 du Code civil. Voilà ce qu'elle dit. Alors, première partie qui existait déjà, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. D'accord ? Je dis bien des associés, on ne parle pas des travailleurs, premièrement. Ce qu'elle a changé, c'est ça, parce qu'il fallait faire, sous l'impulsion de la CFDT, il fallait faire quelques concessions à l'ère du temps. Bon, alors, ils nous ont dit quoi ? La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Je répète, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération, c'est même pas en compte, en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Alors ça veut dire quoi en prendre en considération? C'est faire du recyclage des poubelles, c'est ça? Voilà, ça n'engage à rien, ça veut dire effectivement attention, il y a des problèmes d'environnement qui risquent de se poser, faites attention, ne faites pas n'importe quoi. N'utilisez pas du charbon, trop de charbon, n'utilisez pas trop de pétrole, juste ce qu'il faut et faites attention à votre environnement. Ça ne veut strictement rien dire. Si c'était déjà prendre en compte, ce serait plus fort, mais prendre en considération, ça ne veut rien dire. Il y avait d'autres éléments qui étaient quand même dans cette loi Pacte. Ils ont introduit ce qu'on appelle une raison d'être, c'est-à-dire qu'il fallait se donner un peu une bonne conscience, donc c'est un motif, une raison pour laquelle la société est constituée. C'est une ambition que les associés se proposent de poursuivre dans le cadre de leur entreprise. C'est-à-dire c'est une espèce de mise en œuvre d'une éthique. Voilà, on a une éthique, nous on est différents des autres, nous on prend en considération davantage l'humain, on prend en considération davantage la nature. Ce sont des valeurs, si vous voulez, mais qui sont des valeurs tellement générales qu'elles n'engagent à rien. Voyez. Et troisièmement, ils ont institué aussi une entreprise à mission. Mais tout ça, c'est facultatif, que ce soit la raison d'être ou l'entreprise à mission. C'est un statut qui s'applique à toute forme juridique, qui répondent à deux critères, l'existence d'une raison d'être, dans ce que je viens de dire, dans les statuts, et la mise en place d'un organe distinct, si vous voulez, social, qui est distinct des organes obligatoires. C'est-à-dire que c'est à côté du CA et du CS, du conseil de surveillance ou du conseil d'administration, vous avez un organe de suivi où les salariés devront obligatoirement être représentés et qui sera chargé de quoi? Eh bien, de vérifier la conformité de la stratégie de l'entreprise avec sa mission. D'accord? C'est ce qu'on appelle donc une entreprise à mission. Mais ça, déjà, faire du profit. C'est voilà. C'est-à-dire que le profit reste ce qu'il est, vous ne changez pas, et à côté, vous introduisez un certain nombre de valeurs, c'est-à-dire une dimension axiologique, à côté vous gardez la dimension économique et financière, et à côté, vous mettez un supplément d'âme à travers ce qu'on appelle des considérations axiologiques, c'est-à-dire des valeurs. Voyez, mais ça change strictement rien à la chose. Donc ça, c'est l'article 1833, c'est ça, du Code civil? 1833. C'est-à-dire que, fondamentalement, l'article 1832, qui est l'article essentiel sur lequel je vais revenir, celui-là, il n'a pas été changé. C'est-à-dire que la société reste le groupe des associés et des actionnaires, ça ne bouge pas, et qui a une triple perspective. Son objet social, c'est toujours un contrat passé entre associés qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de se partager les bénéfices, ça ne bouge pas. Son intérêt social, c'est celui de la société elle-même, mais en fait,
derrière la société, il s'agit en priorité de l'intérêt des associés, c'est-à-dire des actionnaires, et son objectif financier reste le même, c'est-à-dire que c'est le profit qu'espèrent se partager les associés ou les actionnaires. Ça ne bouge strictement pas. Vous voyez, c'est l'idée, le monde économique et financier, les règles demeurent les mêmes, et à côté, vous introduisez donc quelques valeurs pour faire plaisir, mais qui ne sont pas... Alors, vous n'évoquez pas, par exemple, le projet d'entreprise. Ils auraient pu au minimum évoquer un projet d'entreprise, mais même pas. Oui. Citoyens, imaginons que demain il y a la révolution, vu que le système est en train de s'imploser sous ses propres contradictions. Toi, dans une commune insurrectionnelle ou dans un cadre révolutionnaire, tu penses que la première des choses, ça serait s'attaquer à cet article 1832 du Code civil et du Code du commerce. Hein. Alors, il faut faire plusieurs choses à la fois, hein, mais vous avez raison. Je pense que on ne peut pas le laisser de côté. D'ailleurs, le patronat, le MEDEF l'a très bien vu. Il ne souhaitait surtout pas que la loi s'engage à une transformation de cet article. Surtout pas. Il fallait le laisser inchangé. Le reste, ils ont considéré que l'article 1833, rajoutant ce qu'ils ont rajouté, ça ne les engageait pas à beaucoup. Vous voyez. Donc, je pense que de ce côté-là, alors moi, ce que je ferais, effectivement, je dirais, voilà, l'entreprise est un tout dont les constituants sont les sociétés et la structure. C'est-à-dire que l'existence de la structure est assurée par la société, c'est elle qui en droit est l'employeur du personnel, le propriétaire de l'équipement, l'acheteur et le vendeur des biens et des services. L'existence de la société est assurée par la structure productive, sans laquelle il n'existerait pas de biens et de services. Hein. C'est-à-dire que si vous n'avez que la société, les biens et services n'existent pas. Et donc, la société, je dirais, et la structure forment un tout qu'on appelle l'entreprise. Alors, il y a 20 ans, on avait tendance à considérer qu'il y avait une manière peut-être d'aller plus vite, et qui était de dire, nous allons reconnaître juridiquement l'entreprise comme une entité distincte de la société, qui serait, et que cela serait totalement bénéfique au monde du travail. Et ça, l'idée est intéressante, mais elle est très difficile à appliquer. Très difficile à appliquer parce que veut dire reconnaître juridiquement une entité, c'est-à-dire derrière laquelle vous avez certes des hommes, mais vous avez des machines, des bâtiments, etc. etc. C'est pas évident. Donc, parce qu'il faut toujours un représentant légal de cette. Alors, qui aurait été le représentant légal? Alors, c'est un juriste qui nous a fait comprendre ça, c'était Jean-Philippe Robet, qui était un juriste de haut niveau, donc, et qui nous a dit, attention, vous avez raison, entreprise-société, vous avez tout à fait raison, mais la difficulté, effectivement, de reconnaître juridiquement l'entreprise serait, effectivement, très très compliquée. Très très compliquée à mettre en œuvre. Donc, comment raisonnons-nous aujourd'hui, pour être le plus efficace possible? C'est de dire l'objectif de la société, en tant que telle, de l'entité juridique, de la fiction juridique, eh bien, c'est de faire exister l'entreprise comme structure productive dont l'objectif, la finalité, est de produire des biens et des services afin de satisfaire des besoins de toutes les populations. Et non le profit. Et non profit. Et non le profit. Sûr, dans le cadre du respect de l'humain, du salarié, de la nature, la santé. Exactement. C'est-à-dire que si vous assignez à l'entreprise une autre finalité institutionnelle, la logique de gestion qui est derrière, elle change radicalement. Donc le profit n'est plus comptabilisé en tant que tel, si vous voulez. La notion de marge, qui est une créature comptable, c'est la marge, la différence entre le prix de vente et le prix de revient, qui est la somme des marges est censée être égale au profit. Ça, vous le faites sauter. Vous n'avez plus besoin de cette créature comptable en tant que telle. Et la valeur ajoutée devient l'objectif premier de l'entreprise. C'est-à-dire que l'excédent brut d'exploitation, ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, dont découle le résultat de la société, eh bien, provient de la valeur ajoutée de l'entreprise. Si vous maximisez cette valeur ajoutée, alors, avec des clés de répartition, vous pouvez ensuite vous répartir équitablement les richesses. Vous voyez. Mais si vous visez le profit en tant que tel, à ce moment-là, vous visez quelque chose qui ne concerne qu'une partie. Je veux dire, ça ne concerne pas la totalité, ça concerne qu'une partie. C'est comme un gâteau. Ça parle ça aux gens. Si vous voulez augmenter le gâteau, l'enjeu, si vous êtes dans une logique de pur profit, votre gâteau, il n'augmente pas. Il reste échangé. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez découper de plus petites parts. Des grosses pour les actionnaires et des petites pour les salariés. D'accord? Mais si vous raisonnez en termes de valeur ajoutée, ça veut dire que vous faites agrandir votre gâteau. La valeur ajoutée, c'est une logique d'agrandissement en quelque sorte des richesses, des biens et des services. Et donc, plus vous faites agrandir votre gâteau avec des clés de répartition, et mieux vous redistribuerez par la suite les richesses, de manière équitable si possible, si politiquement vous le définissez,
ce sera plutôt pour les actionnaires et propriétaires, ce sera un partage équitable, effectivement, des richesses entre les uns et les autres, ceux qui ont contribué pour l'essentiel les salariés, et la rémunération des capitaux, d'accord, mais pas au taux de rentabilité qui sont... Pas au 15%, ah non, ni au 15%, 2, 3, 4%. Voilà. Et ça nous amène à la SCOP, là, finalement. On est très en train de proche, paver, effectivement, de la SCOP, dès lors qu'on introduit une logique qui est une logique démocratique. Hein. C'est-à-dire que le PDG, dorénavant, devra... Alors, le PDG qui peut être révocable, d'accord? Il peut être nommé et révocable, ce PDG. Eh bien, ce PDG doit prendre en compte non seulement l'intérêt des actionnaires, mais il doit prendre surtout en compte l'ensemble des intérêts qui vont être affectés par sa prise de décision. Et ça, c'est en fonction de tout ce que je dis tout à l'heure. D'accord? Avec la reconnaissance de l'entreprise, avec la reconnaissance de nouveaux outils de gestion, etc., etc. Prendre en compte l'ensemble des intérêts. Et pas seulement, aujourd'hui, être soumis aux intérêts des actionnaires et des propriétaires. Ça change fondamentalement les règles du jeu, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. L'objectif premier, c'est de préserver l'équilibre entre la valeur ajoutée et le coût de la structure. Il faut qu'il soit là aussi. Dès lors que ces indicateurs sont mis en avant et sont institutionnalisés et légitimés dans le droit comptable, dans le droit des sociétés et dans le code du commerce et dans le droit civil, à ce moment-là, je veux dire, vous ne pouvez pas y toucher. Vous ne pouvez pas vous amuser à faire du 15%. Vous faites baisser par définition le niveau, le taux d'exigence de rentabilité des capitaux propres. Et donc, ça veut dire que, voilà comment je dirais, l'entreprise, tu me dis si on arrive au pouvoir, etc. L'entreprise est une unité institutionnelle ou un agent économique, social et politique autonome. C'est un support de création collective, j'avais écrit le texte, qui se trouve dans mon livre, dans le livre de 2019. Hein. Alors attends, voilà. Juste, je vais le montrer, voilà. C'est un support de création collective qui engage des agents et des collectifs. Voilà, elle est composée de l'entreprise et de la société. La finalité de la société, c'est de faire exister l'entreprise, et les revenus qui en découlent, c'est la contrepartie économique de la production, de la vente des biens et des services. Et donc c'est le revenu commun des parties constitutives de l'entreprise, et à ce titre, il doit être partagé équitablement. Le pouvoir d'entreprendre, de créer et de décider ne provient plus de la seule propriété des actions. C'est ça le truc, hein, ça ne provient plus de la seule propriété des actions. C'est-à-dire l'intérêt social devient celui de l'ensemble des parties constitutives de l'entreprise, qui sont toutes aussi légitimes les unes que les autres pour être impliquées dans le processus de création de richesse, c'est-à-dire le personnel, la société par l'autofinancement et bien sûr ceux qui apportent le capitaux par les dividendes. Mais les dividendes sont ramenés à leur juste valeur. On pourra éventuellement par la suite supprimer les actionnaires. Mais à ce moment-là, si vous supprimez les actionnaires, il faut trouver d'autres formes de financement. Il existe, c'est possible techniquement, mais dans un premier temps, effectivement, je raisonne à structure effectivement échangée. Et donc l'efficacité recherchée, c'est plus quoi? C'est plus l'optimum financier. C'est un optimum écologique, social et économique, social et écologique. D'accord? Et donc, le travail devient à ce moment-là une source de valeur et de développement, et pas simplement un coût que vous devez en permanence réduire, parce que les outils vous le montrent. Quand les PDG agissent comme ils agissent, quand on dit la manière de voir et de compter, je disais la dernière fois, regarde, mais oui, la manière de voir et de compter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le PDG va prendre une décision, il la prend en fonction, non pas comme ça du doigt levé, mais il la prend en fonction d'un modèle construit. Et ce modèle, c'est l'outil comptable. Il regarde, hein, qu'est-ce qui doit, la ligne du bas, comment je vais réussir à obtenir ce taux de rentabilité. Donc il se fixe sur un modèle économique, sur un modèle comptable. Et c'est ce modèle comptable, précisément, que nous, on veut radicalement transformer pour en faire autre chose, comme tu disais, dans une perspective post-capitaliste. Seul le développement de la valeur ajoutée permet de concilier au moins 3 objectifs, qui pour le moment font consensus: les profits, les salaires et l'emploi. Mais dans le cadre de nouveaux modes de développement, où on réfléchit sur le contenu, sur le rythme et sur la répartition des richesses. D'accord? Précisément en ayant refondé le compte de résultat et le bilan. Le compte de résultat, c'est ce que je dis par rapport à l'entreprise, et le bilan, effectivement, sont plutôt les approches de Jacques Richard, qui nous dit: on préserve le capital financier. Il faut préserver non seulement le capital financier, mais il faut préserver le patrimoine humain en tant que tel, les hommes. Hein, il faut mettre des budgets très importants pour préserver ce patrimoine, et il faut préserver le patrimoine écologique, le patrimoine naturel. C'est-à-dire qu'au même titre que les autres capitaux. Et à ce moment-là, vous les amortissez en quelque sorte au niveau du bilan et du compte de résultat, et à ce moment-là, vous ne faites pas n'importe quoi. C'est-à-dire que là, par définition,
Jacques Richard raisonne encore en termes de profit et pas de valeur ajoutée. Même si la notion de valeur ajoutée ne le dérange pas, simplement il nous dit ce n'est plus le surprofit ou le profit fictif des sociétés actuelles. Là, on a affaire à un profit qui est radicalement raboté et qui est très réduit par rapport à celui qui prévaut actuellement. Mais les deux méthodes de calcul, à mon avis, sont complémentaires. Et donc, vous avez une nouvelle organisation des pouvoirs, c'est-à-dire que en clarifiant les nouvelles finalités de l'entreprise, on clarifie également une grille de lecture qui permet de changer de représentation. Ça veut dire que le pouvoir ne provient plus de la seule propriété des capitaux. Le pouvoir ne provient plus de la seule propriété des capitaux, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez des capitales, vous avez 1 million d'actions, vous avez des voix dans les conseils d'administration. D'accord ? Bon, et les dirigeants, comme je vous l'ai dit, doivent prendre en compte l'ensemble des intérêts qui vont être affectés par leurs décisions et non pas les intérêts des détenteurs de capitaux. Alors là, ça nous amène ce que tu parles de contre-pouvoir effectif avec les salariés. Alors à la fois au niveau du conseil d'administration qui va être refondé dans ta théorie, mais aussi la création d'un conseil d'établissement. Est-ce que tu peux faire la différence entre les deux en fait ? Bien sûr. Alors, si vous voulez, dans les grandes sociétés, et même dans les sociétés parfois moins importantes, je ne parle pas du monde des petits artisans ou des très petites sociétés, ça c'est autre chose. Mais bien que dans ces toutes petites sociétés, on peut mettre en place, si vous voulez, d'autres comptes que ceux qui prévalent aujourd'hui et qui sont également orientés profit. Mais la preuve ne se pose pas de la manière. Là où ça se pose, c'est dans ces grandes sociétés. Et donc, ce que nous on propose, c'est ce que proposent d'autres d'ailleurs, mais peut-être pas, ils ne vont pas aussi loin que nous. Quelqu'un comme Piketty va un peu dans ce sens, mais nous allons plus loin parce que nous disons il faut une ouverture massive du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, vous savez pas comment on l'appelle, en Allemagne c'est plutôt le conseil de surveillance, qui est une instance stratégique. Il faut une ouverture donc du conseil d'administration aux représentants des salariés afin de mieux définir la notion d'entreprise, telle qu'on en a parlé tout à l'heure, et des différentes parties concernées. Vous voyez ? Et donc, l'organisation, alors pourquoi un conseil d'établissement ? Alors ça c'est au niveau stratégique, on va y revenir. Hein. Donc ça c'est le conseil d'administration. Ça c'est le conseil d'administration. Niveau stratégique. Qui incorpore donc des représentants des actionnaires, des comportements et plus exactement des représentants des salariés. À 50-50 ? Dans un premier temps, mettons à 50-50, ça peut passer. C'est encore passé. Pourquoi, je dis pourquoi ça peut passer ? Parce que pourquoi la démocratie ne serait-elle pas équitable ? Hein, vous voyez ? Pourquoi serait-elle proportionnelle aux actions ? Si on veut de la démocratie, dans une coopérative, la démocratie c'est un homme égale une femme égale une voix. Eh bien, commençons à imposer ça. Évidemment, c'est un processus qui ne se fera pas tout seul et les détenteurs de capitaux ne vont pas l'accepter. Hein, ça c'est clair. Bon, mais ça c'est à imposer politiquement. Si vous avez une force citoyenne, une force massive de mouvements sociaux qui s'engagent là-dessus, il est possible de le faire. Et ce n'est pas la peine de faire comme certains, de faire des pétitions dans le monde ou dans Libération pour le promouvoir. Il faut un mouvement très fort pour y arriver. Bon. Et au moins pour que ce soit égalité. Mais en plus de ça, le monde des libérations, sérieux ? Oui, le monde des libérations, parce que j'ai vu que dans le monde de la libération, des pétitions avaient été signées par des représentants curieux, par certains représentants du patronat, un peu plus ouverts que d'autres, parce que ceux qui sont les plus fermés ne veulent absolument pas de représentants de salariés dans les conseils d'administration. Et puis, un certain nombre d'anciens gauchistes reconvertis et d'autres ont signé cet article pour dire, attention, il faut ce qu'on appelle en fait de la codétermination. Moi, je vais plus loin que la codétermination. Mais même cette codétermination, pour laquelle ils font des pétitions dans le monde, eh bien, ne passe pas. Parce que le gouvernement actuel, ou un gouvernement social-démocrate ou libéral, ne voudra même pas de la codétermination, alors qu'elle existe un petit peu, je dirais, en Allemagne. En France, niet, pas question de mettre en place ça. Alors si en plus vous dites la moitié des salariés au conseil d'administration, qui sont là pour définir l'intérêt stratégique de l'entreprise, mais pas de la société, de l'entreprise, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, avec des comptes de gestion orientés valeur ajoutée et non pas profit, vous imaginez, là c'est quasiment une révolution de palais. Avec l'article 1832 du Code civil changé. Qui l'intègre et qui vous dit, attention, ce que vous allez faire, ce n'est pas pour repartager le profit, c'est pour produire des biens et services répondant à des besoins sociaux et utiles. Bon. Et dans le cadre du respect, des salariés, de la nature, de la santé, etc. Voilà. Santé, on en parle beaucoup de la santé parce que là, on le vit, ce scandale sanitaire. Mais rien que parler des OGM, rien que parler, etc.,
il y a de la pollution génétique, il y a Bien des sûr. apprentis sorciers pour du profit, Bien sûr, qui sont en train, du profit à très court terme, bien sûr, en train d'hypothéquer des choses dans le futur, bien sûr, voire des générations entières dans le futur. bien sûr. Euh, Mais vous m'avez posé la question sur le sur conseil d'établissement, Le alors qu'est-ce conseil, que c'est? alors lui, il va toucher plus précisément, parce que si vous êtes au conseil d'administration, vous avez une vision large. Et vous pouvez vous intéresser à beaucoup de choses, mais vous n'allez pas regarder tous les jours comment ça se passe dans l'établissement, dans l'usine, dans l'atelier. D'accord? Il vous faut quelque chose de plus opératoire, qui s'appelle, qu'on peut appeler le conseil d'établissement, et qui existe d'ailleurs dans certains pays, au moins au niveau de l'appellation, comme en Allemagne ou dans certains pays du Nord. Et sauf que là, on lui donne un poids beaucoup plus important pour précisément dans le cadre des nouvelles règles du jeu et surtout des outils comptables dont on a parlé. Hein. Ils sont eux aussi. Moi, j'ai des entreprises aujourd'hui qui utilisent la valeur ajoutée. Il y en a très peu, mais ça descend jusque dans les ateliers et les salariés eux-mêmes décident en fonction de ces indicateurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de marge, ils n'ont plus la marge comptable, ils n'ont plus les ratios de rentabilité qui pénètrent jusque dans l'atelier. Ils raisonnent en termes dans une configuration qui est celle donc de la valeur ajoutée. Et je dirais que donc l'organisation du travail et de la production, elle relève de ce conseil d'établissement, et c'est la configuration institutionnelle d'ensemble, c'est-à-dire qui réorganise les pouvoirs. Cette configuration institutionnelle, c'est ce dont je vous ai parlé, conseil d'administration, plus conseil d'établissement. Et si vous avez les deux, ça réorganise les pouvoirs à tous les niveaux. Au niveau opérationnel, Donc la productivité, la production. voilà, donc la production opérationnelle, c'est-à-dire le monde de la production, le monde de là où se calcule la productivité, hein, on y reviendra un jour, sur sauf si vous voulez que je vous en parle là. La productivité ne se mesure pas par un rapport idiot, aujourd'hui, dont on entend parler, c'est celui de chiffre d'affaires sur effectif. Si vous vous amusez à mesurer la productivité par le ratio chiffre d'affaires sur effectif, vous imaginez ce que vous allez faire pour augmenter votre productivité, vous allez diminuer vos effectifs. D'accord? Parce que le chiffre d'affaires, c'est difficile à y toucher. Vous diminuez, vous dites, j'augmente. Dans un monde en surproduction et en Voilà. grosse compétition, le chiffre d'affaires, c'est Bien compliqué. sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution dans un monde, comme vous dites, de saturation des marchés. Eh bien, si vous commencez à réduire systématiquement les coûts par des économies d'échelle, vous allez vers une politique d'austérité et de pénurie et surtout d'éviction des salariés en dehors de l'emploi. C'est la différence entre la grande distribution ou entre la grande agriculture intensive et l'économie, par exemple, locale, les AMAP, l'agriculture biologique, qui peut créer des biens et des services en respectant la nature, parce que et qui peut en plus embaucher du personnel, parce que là, il peut y avoir du monde. Ce qui n'est pas le cas des grandes entreprises agricoles qui ont beaucoup de machines et très peu de personnel, parce que ce qui compte, c'est le capital, c'est pas le travail. D'accord? Donc là, c'est repenser la productivité aussi, repenser la notion de Voilà, productivité. on repasse la notion de productivité, on repasse la notion de compétitivité et de rentabilité. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, vous réorganisez les pouvoirs au niveau opérationnel, au niveau tactique et au niveau stratégique. Tactique, c'est commercial, c'est ça? Alors, tactique, c'est le niveau marchand et c'est si vous voulez, ce qui mesure le rapport entre le coût et la valeur. Quand vous produisez une automobile, d'accord? Eh bien, vous avez une entreprise. Pourquoi les automobiles allemandes sont-elles considérées comme plus solides, plus fiables, plus complètes que les automobiles françaises? Parce que, par exemple, l'Allemagne, très souvent, les Allemands c'est souvent une image, hein, ça ne correspond pas toujours à la réalité. Mais on affiche des facteurs de valeur, on regarde le coût, d'accord? Et ensuite, voyons les facteurs de valeur qui vont nous permettre d'offrir une spécificité au client. Qu'est-ce que le client est prêt à acheter parce que, en quelque sorte, le produit est plus sobre, il incorpore beaucoup plus de matière fiable, il est plus solide, il va durer plus longtemps, il ne va pas se détraquer rapidement, etc., etc. Et ça, ce sont les facteurs de valeur. Et alors, soit vous jouez par deux formes de compétitivité. Vous jouez pour une compétitivité par les coûts, donc vous réduisez les coûts, vous vous occupez pas trop de la valeur. Mais à terme, ça vous fait des produits qui n'ont pas une grande fiabilité et dont les gens ne sont pas très contents. Si au contraire, vous montez votre valeur, si vous analysez les facteurs de valeur et vous les mettez en place, ça coûte plus cher, évidemment, mais effectivement, c'est pas fondé, c'est plus fiable, c'est pas de l'obsolescence programmée, c'est des machines à laver miel, c'est un certain nombre d'objets qui, effectivement, eh bien, ont joué, sont construits, sont mis en place, ont été conçus dans le cadre d'une compétitivité par la valeur et non pas par les coûts. Si vous, effectivement, vous prenez une voiture indienne, dans laquelle, effectivement, vous n'avez aucune option, c'est une compétitivité par les coûts, mais votre voiture, effectivement, n'est pas très fiable et risque de ne pas vous faire
va pas durer très très longtemps. Vous voyez. Donc, et par ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier qu'il faut multiplier les formes de contrôle des salariés à ces trois niveaux, qui relèvent donc des domaines économiques, écologiques et politiques. Vous voyez. Et donc ces trois niveaux multiplient les contrôles au niveau opérationnel, au niveau tactique et au niveau stratégique. Alors au niveau stratégique, est-ce qu'on peut avoir un peu d'explication? Comment tu considères ce niveau stratégique? C'est le niveau financier? Alors le niveau stratégique, c'est celui qui engage, bien sûr le niveau financier, les produits et les services sur le moyen long terme. C'est-à-dire que quel produit va-t-on construire? Quel type d'innovation va-t-on mettre en place? Avec quel type de partenaire va-t-on s'allier? Etc. Tout ça, ce n'est pas les salariés de base qui vont s'en occuper immédiatement dans le cadre du capitalisme. Ils ne s'occupent de rien, les pauvres. Eux, ils vivent des choses bien longtemps après que les décisions aient été prises. D'accord? Et donc, au management, et au management, voilà. Micromanagement et management au profit. Voilà, et c'est-à-dire qu'effectivement, en général, c'est ça, les niveaux stratégiques orientés profit descendent du niveau stratégique au fur et à mesure à toutes les étapes, et le management fait appliquer, dans le cadre de toutes les échelles hiérarchiques, ce qui doit être appliqué. C'est-à-dire que vous avez un commandement avec la servitude, quelque part, des uns par rapport aux autres, un commandement hiérarchique qui suit toute une chaîne, effectivement, je dirais, de servitude involontaire, puisque d'une certaine manière, c'est fixé en haut et ça doit descendre tous les échelons jusqu'à peser dans l'atelier, dans le cadre, effectivement, aujourd'hui du capitalisme et des rapports de rentabilité. Nos chers N+1, N+2, N+3, voilà. Qui montent généralement... qui ne font que reproduire ce qui leur est demandé plus haut. Chacun est obéissant par rapport à celui là-haut, et il fait subir effectivement le poids de la chaîne hiérarchique du haut à ceux qui sont en bas. C'est donc une chaîne de soumission et de contrôle permanent à tous les échelons hiérarchiques. Et donc, on n'est pas dans l'autogestion. Donc dans ta vision, à la fois dans les process de comptabilité et d'organisation, tu peux dire que dans le futur, une autre gestion de l'humain soit possible? On pense aux infirmières ou aux pompiers qui sont obligés maintenant d'être à 2 au lieu d'être à 3 dans les camions d'intervention. Mais ce management au profit n'est pas inéluctable? Ah non, il n'est pas inéluctable. Il n'est pas inéluctable dès lors que vous remontez jusqu'au déterminant. D'accord? C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est la politique du chiffre ou du nombre. On se moque totalement de ce que font concrètement les gens. Et on impose par voie hiérarchique, donc, une vision complètement bureaucratique du chiffre. Par exemple, on a des amis qui travaillent dans une entreprise et on leur dit, voilà, il faut que vous ayez vendu ou il faut que vous ayez fait tel type d'opération dans la journée. Ces opérations, très souvent, sont des opérations absurdes qui ne correspondent pas à la réalité du travail. D'accord? La réalité, l'individu qui s'occupe de la réalité de ce qu'il fait et de l'efficacité de son travail au quotidien, il ne va pas s'amuser à répondre à des normes. À des reportings. Il y a des collègues infirmières qui passent pratiquement plus de temps à remplir des rapports qu'à faire du soin. Quand elles ont les moyens de le faire. Mais ça, c'est parce que les outils comptables sont orientés dans ce sens. Si vous me parlez des infirmières, c'est parce que l'hôpital, là aussi, est soumis à une logique qui est aujourd'hui non plus celle du budget qui est annuel, mais c'est une logique d'un certain nombre d'outils de gestion spécifiques à l'hôpital, qui renvoie à celle qui est à peu près analogue à celle qui existe dans l'entreprise capitaliste. C'est ce qu'on appelle la tarification à l'activité, la T2A par malade, hein, la tarification à l'activité par groupe homogène de malades. Voilà, c'est à peu près voilà. Ça veut dire que vous avez des malades qui sont considérés comme rentables, des pathologies qui sont considérées comme rentables, et d'autres qui le sont moins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez valoriser par définition les pathologies qui sont rentables pour l'établissement. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au fur et à mesure des gens que vous pouviez, des patients que vous deviez garder 3 ou 4 jours pour veiller pour savoir si tout s'était bien passé après l'opération, après le post-opération, que quelque part les infirmières étaient là pour veiller au fur et à mesure au suivi. Ben non, maintenant ça se fait en ambulatoire. C'est-à-dire que vous rentrez le matin et vous sortez le soir. Et ça c'est en lien direct. Je veux dire que moi j'ai la même opération. J'ai vu que des opérations de la thyroïde il y a 20 ans se faisaient, on gardait le malade pendant 3, 4, 5 jours. Les opérations de la thyroïde, je vais en subir une bientôt, vous rentrez le matin et vous sortez le soir. D'accord? Donc, avec tous les risques. Avec tous les risques. Alors après, ils vous disent bien sûr, oui, mais on va vous appeler. Dès que ça ne va pas, vous nous appelez. On connaît la chanson, ok. Mais c'est strictement pas la même chose de faire ça chez soi et à distance
et d'être dans un hôpital où vous avez tous les instruments et les soins apportés directement par le personnel médical. Donc c'est du pipeau, ça ne correspond à rien, et ça correspond à quelque chose, ça correspond à la volonté comment dirais-je, des politiques de réduire le périmètre de la santé, d'en faire une marchandise et de faire en sorte que ce qui compte, c'est la rentabilité et la seule rentabilité. Et si vous introduisez des indicateurs de type rentabilité dans un hôpital ou dans des cliniques, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous allez percuter ce que vous dites, la logique soignante, dont l'objectif est de faire en sorte d'améliorer la santé des gens, d'accord? Et c'est-à-dire que vous allez réduire le nombre d'infirmières, parce qu'elles ne peuvent pas passer trop de temps. Il faut que les infirmières soient au nombre de 2 et pas 4. Il faut qu'elles soient occupées à un certain nombre de tâches administratives qui, en quelque sorte, vont les perturber dans leur activité. Elles ne peuvent pas tout faire. Elles ne pourront pas faire de l'administration, être si peu nombreuses et s'occuper en même temps correctement des malades. C'est rigoureusement impossible. Et ça, on le vit tous, hein, si vous amenez des proches à vous aux urgences. Oui. Les temps d'attente aux urgences, hein, on est parti minimum sur du 4-5 heures, si c'est pas du 9-10 heures. La sixième partie, on voulait prendre l'exemple de Modern Air, une société qui produit de biotechnologie. Elle est fictive, mais elle est fictive, hein, oui, on ne sait pas. Dans ta vision, avec tes outils, ton organisation différente, comment ça se passerait en fait? C'est-à-dire comment la corruption, s'ils avaient des contacts dans des instances politiques, Ursula ou autres, comment ça aurait pu se passer ou ne pas se passer par rapport au principe de précaution, par rapport au principe de ne pas nuire, par rapport à attendre, par exemple, que les tests médicaux soient des tests puis parce que tout ce qui est vaccin, etc., généralement, ça prend des années, hein. On ne sort pas ça en 3 ou 6 mois. Comment ça aurait pu, avec le système que vous avez élaboré, à la fois d'organisation et d'outils, comment ça aurait pu empêcher le plus grand scandale sanitaire de l'humanité? Je comprends. Non, vous avez raison. Je pense qu'effectivement, si les conseils d'administration adoptent une vision différente de celle qui prévaut aujourd'hui, ne sont pas axés sur le profit, parce que précisément, vous avez des membres, des salariés qui ont parfois une sensibilité écologique, une sensibilité à l'environnement, ou sensibilité à la santé. Vous pouvez mettre des médecins hein, dans les conseils d'administration. Vous mettez une grande entreprise, ben, vous pouvez mettre des médecins qui ont une sensibilité écologique, par exemple, et qui sont là aussi, qui peuvent organiser un contre-pouvoir. Et donc vous avez à la fois les actionnaires traditionnels et d'autres personnes, effectivement, dans ce conseil d'administration, qui ont une sensibilité exacerbée. Et s'ils raisonnent dans une nouvelle logique comptable, qui n'est pas une logique, en quelque sorte, de court terme, une court-termiste, comme on dit, hein, dont l'objectif n'est pas de dégager le plus rapidement possible un taux de rentabilité exorbitant, eh bien, par définition, on va réfléchir à la nature des produits que l'on fabrique. Et par conséquent, l'objectif ne sera pas de faire, par exemple, un vaccin le plus rapidement possible en prenant les risques maximum. Ça sera effectivement de réfléchir, de prendre son temps, de mettre d'abord toutes les collaborations privées-publiques autour de la table et de voir ce qu'on va faire. Ça ne va pas être une course, en quelque sorte, à la recherche médicale et au vaccin à tout prix, uniquement par des laboratoires privés. Ça veut dire qu'on mettra aussi bien des instituts privés que l'Institut Pasteur, que des entreprises publiques, etc., qui sont capables, là aussi, parce qu'on a bien vu que ce qui avait fait problème à un moment donné, c'était l'absence de collaboration, et ce qu'il y avait autour de la table n'était pas suffisant pour trouver les meilleurs produits, les meilleurs vaccins possibles. Il y a eu de grosses polémiques là-dessus. Ou médicaments, hein, ou médicaments. Négationnisme des traitements, voilà, on l'a vu. Exactement. Et alors, le conseil d'établissement, comment il pourrait jouer aussi là-dessus? Alors, le comité d'établissement, ou le conseil d'établissement, qui s'occupe, lui, de l'organisation de la production et du travail, il a un rôle très qualitatif là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il peut donner son avis, parce qu'il est au quotidien dans les entreprises. Graphène ou pas graphène dedans, au choix. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez dans ces produits? Attention, ceci est dangereux, ceci n'a pas été expérimenté encore, etc., etc. Et donc, il peut être attentif, si vous voulez, au quotidien. Parce que le conseil d'administration, lui, s'occupe, comme je vous ai dit, du moyen et du long terme. Il ne peut pas être attentif à tout. Et ils vont pas, les responsables, les actionnaires et les autres, ne vont pas, ils sont dans la production. Donc, ce sont des gens qui sont au contact le plus direct et le plus précis du monde du monde physique des produits qui doivent être effectivement fabriqués, qui effectivement sont attentifs
à ce qui doit être fait et en préservant toujours, en état attentif à la manière d'élaborer. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, avec des outils, comme je vous dis, qui changent tout, qui préservent là aussi le capital naturel, enfin, le patrimoine et les hommes. Et donc, voir le patrimoine génétique des gens. Alors, et si vous voulez, la mise en valeur de cette entité, alors que, comme j'ai dit, entreprise dans un cas, ou la mise en valeur de la santé, par exemple, si on se situe dans ce cadre-là, ça constitue une nouvelle boussole qui donne des indications sur ce qu'il convient de produire et comment il convient de le produire. Autrement dit, sur des valeurs d'usage, qui sont des valeurs d'usage et des vraies valeurs, en quelque sorte des valeurs écologiques, des biens et des services au sens physique. Là, puisque vous faites l'usage des vaccins, dans les vaccins, il y a deux choses. Il y a à la fois le bien et le service. Hein. Voilà. Et donc, ça permet de faire les liens, comme je l'ai dit, entre les dimensions physiques, matérielles des produits, et les facteurs écologiques, économiques et sociaux. Et donc, l'enjeu, ce n'est pas de produire pour produire, hein, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on produit pour produire. Hein. 1 milliard de doses, 2 milliards, 3 milliards de doses. Voilà. Mais l'objectif, c'est d'ajuster le plus finement possible et qualitativement les biens et les services aux caractéristiques des destinataires en tant que tels et du bien-être des destinataires. Et donc, les nouveaux modes de pilotage que nous proposons, associés au rééquilibrage institutionnel des pouvoirs, sont en mesure de faire quoi? Eh bien, d'orienter l'action économique vers une nouvelle manière de produire, hein, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que la véritable efficacité, elle n'est pas d'abord quantitative. La véritable efficacité, elle est prioritairement qualitative. C'est la qualité qui détermine la quantité. Et c'est cette qualité, fonction du bien-être vécu par les hommes et par les femmes, du vivre bien, du vivre ensemble, du vivre bien, qui devient alors décisive. Le bien commun. Le bien commun. Merci. Merci encore pour toute cette instruction populaire. Merci à toi, merci à ton équipe de tout ce que vous faites. Et on remarque qu'il y a un gilet jaune à côté de la cravate. Force et honneur, on lâche rien les amis, à très bientôt. À bientôt, merci.